Ah, maintenant, imaginons un monde où tout le monde jette ses emballages dans la bonne poubelle, comme nous le demandent les industriels. Cela leur permettrait de donner une nouvelle vie au plastique, grâce au recyclage. Pour régler le problème de la pollution plastique, le recyclage, c'est la solution des entreprises. Prenez Evian, par exemple, une marque Danone, premier groupe agroalimentaire français. Observons l'effet d'Evian sur votre organisme. Evian, c'est de l'eau, mais c'est aussi du plastique qu'on nous promet bientôt 100% recyclé. Autre exemple, les shampoings Head & Shoulders, avec leurs bouteilles grises fabriquées à partir de plastique ramassé sur la plage. Si vous êtes sportif, Adidas lance sa première basket en plastique océanique recyclé. Sinon, on a aussi L'Oréal et le biorecyclage. Ou Ikea et sa cuisine en plastique recyclé. La promesse la plus ambitieuse est signée Coca-Cola. Tout le monde connaît Coca. Mais tout le monde ne sait pas forcément que le groupe détient des dizaines de marques. Dasani donc, c'est Coca. Sprite aussi. Minute Maid. Powerade. Ah, et Fanta aussi, c'est Coca-Cola. Le groupe vend chaque année plus de 120 milliards de bouteilles dans le monde. Soit pratiquement 4000 bouteilles chaque seconde. En janvier dernier, le groupe a fait une annonce choc. D'ici 2030, la marque nous promet « A World Without Waste ». En français, un monde sans déchets. Rien que ça. Et c'est le grand patron de la Coca-Cola Company lui-même, James Quincey, qui s'y engage. C'est complètement faisable. Il faut créer une économie circulaire, c'est un modèle pour la Chine, pour le monde entier. Il faut tout faire pour favoriser le recyclage. Et pour ça, le patron monde de Coca-Cola peut compter sur le savoir-faire français. Cocorico. Ce bâtiment au cœur de la Bourgogne est l'une des plus grosses usines de recyclage de bouteilles en plastique en Europe. Infineo. C'est le nom donné par Coca-Cola à ce site. La firme en est partiellement actionnaire et en a fait sa vitrine. Merci de nous recevoir, c'est super gentil. Ça fait 4 mois qu'on attend de visiter votre magnifique usine, donc c'est super. On est content d'être là. Bienvenue. Chez Infineo, on sait recevoir. Pour nous, il y a même une petite surprise. Ah mais vous nous filmez, monsieur, alors? Super, ça fait 3 caméras au lieu de 2. C'est formidable. C'est du beau matériel. C'est assez gênant quand même. Ouais, c'est gênant. Vous nous filmez, on vous filme. Oui, c'est de bonne C'est guerre. normal. C'est une bonne guerre. Allez, souriez, vous êtes filmés. Par l'équipe de la com. Ils sont faciles à reconnaître, ils ont les gilets orange. Le jaune fluo, c'est pour l'équipe des journalistes. En France, une bouteille en plastique sur 3 finit ici. Enfin, celle que vous triez, que vous mettez dans la bonne poubelle. Bah oui, vous savez, la poubelle des trucs à recycler, quoi. Ces gros cubes de bouteilles usagées, on les appelle des balles. Dans une balle comme ça, il y a combien de bouteilles? À peu près 10 000. 10 000 bouteilles. À peu près, oui. D'accord. C'est pas un déchet, c'est une matière première. Aller rechercher ça, c'est diminuer notre impact sur l'environnement tous les jours. Recycler pour ne pas polluer, c'est le programme. Et pour donner une seconde vie à ces bouteilles, il faut d'abord les secouer, les nettoyer, les trier, retirer les étiquettes et les bouchons. À la sortie, on a des granules bleus en plastique recyclé qui servent à fabriquer de nouvelles bouteilles qui seront elles-mêmes recyclées pour faire de nouvelles bouteilles. C'est un cycle de recyclage à l'infini parce que cette bouteille que l'on va produire dans quelques jours sur notre ligne de production va retourner sur votre table dans quelques jours ou dans quelques semaines. Une fois que vous l'aurez consommée, elle va aller dans le bac jaune, dans votre centre de tri près de chez vous, et ensuite revenir ici. C'est sans fin, c'est un C'est cercle. sans fin. C'est absolument sans fin. Ah oui, c'est pour ça que l'usine s'appelle Infineo. Infineo, l'infini,
Vous avez compris l'idée de Coca? Voilà pour le principe. Mais dans la réalité, ce n'est pas vraiment la même limonade. Et en plus, c'est bruyant. C'est quoi ce qu'on entend là au-dessus? Ce qu'on entend, c'est le granulé qui circule dans les tuyaux. Ah, on entend ces granulés-là. Ah ouais. Par exemple, dans ma bouteille de Coca-Cola que j'achète, bouteille en plastique que j'achète dans le commerce, de ce matériau-là, il y en a combien dans la bouteille? On en met 25%. D'accord, donc il y a 25% de plastique recyclé, le reste c'est 75%. Le reste, c'est du matériau vierge. Donc c'est du plastique vierge. Ouais. Et Coca-Cola, ils vous ont demandé de passer à plus? Aujourd'hui, on nous demande d'aller plus loin en termes de quantité, le seul facteur limitant étant la matière disponible. La matière disponible, c'est le plastique disponible. Pour que le système marche, il faut donc plus de plastique à recycler et plus de bouteilles de Coca à consommer. Ça tombe bien, non? Alors comment faire d'un monde sans déchets une réalité? Bonne question, Coca. Pour ça, la firme promet 50% de matière recyclée dans ses bouteilles en 2030. Et ça, à l'échelle du monde entier. On aimerait bien les croire, mais ce n'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Fabriquer des bouteilles avec du plastique recyclé, ça fait des années que l'entreprise américaine le promet dans ses rapports annuels. On les a mis au frais. Prenez par exemple l'année 2008. Dans son rapport de développement durable, Coca annonce vouloir mettre 25% de plastique recyclé dans toutes ses bouteilles à l'horizon 2015. Chez Infineo, en France, c'est fait. Mais dans le monde, on a voulu vérifier s'ils avaient réussi. Alors on a cherché. Le seul chiffre qu'on a fini par trouver, c'est 12,4%. Mais attention, ce n'est pas la quantité de plastique recyclé. Quand on lit jusqu'au bout, 12,4%, c'est le total du plastique recyclé et renouvelable. Recyclé et renouvelable, ce n'est pas la même chose. Vous n'avez peut-être rien compris. Alors attendez les explications. Pour décrypter les promesses en plastique, nous connaissons des spécialistes. Une ONG qui s'intéresse aussi au groupe Coca. Hélène Bourges travaille sur la pollution des océans. Elle va nous expliquer comment la multinationale joue avec les mots et les chiffres. Le plastique que Coca appelle renouvelable, c'est du plastique qui est produit à partir de végétaux, comme par exemple le maïs, amidon de maïs. Et d'ailleurs, le nom qu'ils ont trouvé, c'est Plant Bottle, avec un petit logo vert, une petite feuille. Mais quel que soit le type de plastique, malheureusement, l'impact est le même. Le plastique renouvelable, c'est donc du plastique à base de plantes. Mais c'est du plastique quand même, et c'est aussi mauvais pour la planète. Voilà pour les mots. Maintenant, parlons chiffres. Et donc, ça ne veut pas dire 12,4% de plastique recyclé? Non, ça ne veut pas dire ça. Et on a un document, en fait, des traces écrites de Coca qui nous explique, dans un échange de mails, que en fait, c'est uniquement 7% de plastique recyclé contenu en moyenne dans les bouteilles au niveau mondial. Et sachant que l'objectif en 2015 était 25%. On en est donc très loin. Les promesses de Coca sur le recyclage, pour l'ONG, c'est d'abord du marketing pour vous faire avaler toujours plus de soda sous plastique. Ces entreprises-là, qui utilisent énormément de plastique, elles trouvent dans le recyclage la solution qu'elles peuvent vendre à l'opinion publique. Mais le problème, c'est que le recyclage, c'est pas toute la solution. Là, on a atteint un niveau de production de plastique qui est tel que le recyclage ne permettra pas de tout reprendre et tout transformer et recréer 100%. Ça n'existe pas. Les petits arrangements de Coca avec les chiffres, c'est moche, c'est sûr. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, on l'a trouvé dans cette enveloppe, avec des dizaines de mails et de dossiers internes à Coca-Cola. Des documents qui auraient dû rester confidentiels, mais qui ont été diffusés anonymement sur Internet il y a quelques mois.
On a tout lu. Et franchement, on est vraiment très loin du monde sans déchets vendu par l'entreprise. Dans la masse d'informations, une note de travail a retenu notre attention. Elle date de 2016. Elle est signée de la responsable du lobbying de Coca-Cola à Bruxelles. Comme ça a l'air illisible. On vous explique. Les petits points, ce sont toutes les mesures qui pourraient être adoptées par l'Europe et qui dérangent les intérêts de Coca. On y retrouve la tarification du carbone, les restrictions sur l'usage de la caféine ou l'interdiction de la publicité pour les moins de 12 ans. Bref, tout ce qui peut faire baisser le chiffre d'affaires de la boîte. Et puis, à droite, il y a un cercle. Fight back. Fight back, en anglais, ça veut dire se défendre, contre-attaquer, comme dans une guerre. Ce sont toutes les mesures sur lesquelles la firme ne veut absolument pas transiger. Et parmi ces mesures que Coca refuse absolument, il y a l'augmentation des taux de collecte et de recyclage. Oui, on a bien lu. Coca-Cola veut se battre contre l'augmentation des taux de recyclage européens, alors qu'ils promettent exactement l'inverse dans leur discours. C'est d'un cynisme redoutable. Leur travail, c'est de maximiser leurs bénéfices, donc ils travaillent dans ce sens-là. C'est leur boulot. Dans ces documents confidentiels, on découvre aussi que la firme veut se battre contre les deposit systems, les systèmes de consigne en français. Pour lutter contre la pollution, la consigne, c'est pourtant malin. Mais oui, bien sûr, vous connaissez le système. On vous le rappelle, ça prend 29 secondes exactement. Quand une bouteille est consignée, au moment de l'acheter, vous payez votre boisson 1 € par exemple, mais aussi un supplément, la consigne. Disons 20 centimes en plus par bouteille. Au total, ça vous coûte 1,20 €. Mais si vous rapportez la bouteille, on vous rembourse les 20 centimes et du coup, personne n'a intérêt à jeter sa bouteille. Le plus dingue, c'est qu'au départ, la bouteille consignée, c'est quasiment une invention de Coca-Cola. Dans les années 50, la bouteille de Coca est fournie avec la pin-up. Et surtout, elle est toujours en verre et toujours consignée. Du coup, quand elles sont vides, les bouteilles repartent à l'usine, elles sont lavées et réutilisées. Ça fait 0 déchet dans la nature. Le système fonctionne parfaitement, mais Coca décide d'y mettre fin et d'aller vers le plastique, sans tenir compte des recommandations d'un scientifique. Vous voulez savoir comment Coca a décidé d'enterrer la bouteille consignée ? Cette histoire, la firme a toujours voulu l'étouffer. Mais nous avons retrouvé le seul homme qui peut nous la raconter. Aujourd'hui, il savoure discrètement sa retraite au fin fond du Michigan, aux États-Unis. Bonjour, je suis Sandrine Rigaud. Enchanté. Enchantée, merci de nous recevoir. Je vous en prie, entrez. Merci beaucoup. Ce monsieur s'appelle Arsène Darnay. Il a longtemps travaillé à l'Agence environnementale américaine. Il est aussi le premier ingénieur dans le monde à s'être intéressé à l'impact écologique des bouteilles de Coca-Cola. Celle-là ressemble pas mal aux premières bouteilles. Mais à mon époque, l'original était plus petite. La bouteille était translucide, avec des reflets verdâtres, en verre. À l'époque, c'est au début des années 70. Arsène Darnay est alors contacté par la Coca-Cola Company, qui commence à s'intéresser au plastique pour ses bouteilles. Coca-Cola voulait savoir quel était le meilleur packaging du point de vue environnemental, si on prenait en compte tous les paramètres. L'ingénieur travaille plus d'1 année pour comparer l'impact environnemental des bouteilles en verre, des canettes en aluminium et des bouteilles en plastique. Il croise les données, fait des courbes, des calculs compliqués. Et il arrive à cette conclusion.
Ce que montrent les données, c'est que la bouteille en verre réutilisable, à condition d'être réutilisée 15 fois, est la solution écologique par excellence. Au début des années 70, la Coca-Cola Company sait donc, grâce à ce rapport, que le verre consigné pollue beaucoup moins que le plastique. Mais la firme ne partagera jamais publiquement cette information. On a fait ce rapport à leur demande, mais ils ne l'ont jamais publié. Vous savez pourquoi? Ils n'avaient aucun intérêt à ce que les gens soient au courant. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient absolument pas que l'on sache quelle direction ils allaient prendre. Voici la nouvelle bouteille en plastique de 2 litres. Je les ai vus tout doucement passer au plastique. Votre nouvelle bouteille. En fait, je me souviens très précisément d'un jour. Je rentrais à la maison après avoir fait les courses et j'ai dit à ma femme Brigitte, ça y est, je t'avais dit qu'ils allaient passer au plastique, ils y vont. Et ce n'est que le début. Si légère, 10 bouteilles en plastique pèsent moins qu'une bouteille en verre. Avec sa publicité pour sa nouvelle bouteille en plastique, diffusée en 1975, Coca-Cola enterre définitivement le rapport d'Arsène Darnay. C'est léger, c'est solide et facile à transporter. La firme américaine ne fera jamais machine arrière. Partout, Coca-Cola impose sa bouteille en plastique. Elle n'est pas la seule à inonder le marché. En fait, c'est même le raz-de-marée. Dès les années 80, le plastique défigure les plages. Et les premiers écolos manifestent contre la pollution. Certains États américains envisagent alors un retour forcé au bon vieux système de la consigne. Mais c'est mal connaître le pouvoir de la firme. Coca-Cola a toujours été l'un des acteurs les plus mobilisés contre toute forme de législation favorable à la consigne aux États-Unis. Quand vous lisez leurs publications internes, ça parle de tous les succès de Coca-Cola pour faire échouer la consigne. Ils se félicitaient toutes les semaines d'avoir réussi leur coup dans tel État et puis tel autre. Pourquoi étaient-ils si mobilisés contre le système de consigne, à votre avis? Mais parce qu'au final, ça leur coûte de l'argent. Quand vous y réfléchissez, en faisant payer un surplus pour l'emballage, vous responsabilisez les industriels. C'est un système efficace pour les obliger à gérer eux-mêmes leurs déchets. C'est vrai que mettre en place tout un système pour collecter ces bouteilles, les transporter, les rapporter à l'usine pour les laver avant de les réutiliser, oulala, ça coûte cher! Et depuis l'arrivée de la bouteille en plastique, la marque de soda n'a probablement aucune envie de payer pour ça. Alors, à chaque fois qu'on parle retour à la consigne, la Coca-Cola Company sort ses lobbyistes pour tout faire capoter. Récapitulons. Quand devant les caméras, le PDG de Coca-Cola nous promet un monde sans déchets, en coulisses, la firme américaine fait tout ce qu'elle peut pour torpiller les alternatives au plastique, comme la bouteille consignée. Allez, arrivez, fichier 1. Avec tout ce qu'on sait sur les stratégies secrètes de Coca, les mesures à combattre et les vieux rapports enterrés, on a beaucoup de questions sur la sincérité de leurs engagements sur le plastique. Coca-Cola, c'est par ici. On va rentrer par la porte battante Coca-Cola. Attention, elle est violente. C'est Marie-Maurice qui s'était pris le... Marie-Maurice, c'est une journaliste de Cash qui s'en souvient encore de la porte. Bonjour. Merci de nous recevoir. Mais bienvenue. On est ravis d'être ici. Comme toujours chez Coca-Cola, accueil impeccable. On n'a pas bougé le mobilier, mais tout est amovible. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Surtout, n'oubliez pas de sourire. Vous êtes toujours filmé chez Coca-Cola. On va filmer nos échanges. Bonjour. Bonjour. Comme on vous l'avait dit par email. D'accord. Donc c'est Archie qui s'en chargera. D'accord. Pour nous, venus tout spécialement des États-Unis,
le vice-président de la multinationale, Michael Goldsman. Bonjour. Il travaille chez Coca-Cola depuis 21 ans. Il est responsable des relations publiques et on a de la chance, il est parfaitement francophone. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci infiniment. Vous êtes venu d'Atlanta exprès pour nous? Oui, je suis arrivé lundi. Ah, d'accord. Vous êtes là pour quelques jours à Paris? Oui. Vous parlez très bien français, dites-moi. J'essaie. Je vais essayer, là. Interview donc, en version originale. Coca-Cola a lancé un programme pour un monde sans déchets en 2030. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'arriver à un monde sans déchets avec 4000 bouteilles en plastique vendues chaque seconde par le groupe Coca-Cola? Oui, on pense absolument que c'est possible. Vous savez, Madame Lucet, qu'on se sent vraiment responsable de ce qui se passe. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut entraîner, créer une économie circulaire. Donc, nos emballages ont de la valeur, peuvent être réutilisés. Et si nous et d'autres industriels utilisent encore plus de matières recyclées pour refabriquer les bouteilles, ça va entraîner une économie circulaire. Quel est le pourcentage de plastique recyclé que Coca-Cola met dans ses bouteilles à l'échelle mondiale aujourd'hui? D'accord. À l'échelle mondiale, on a du travail à faire. On est à 7%. Dès 2008, le groupe Coca-Cola s'était engagé, je pense, et vous allez me le confirmer, à intégrer 25% de plastique recyclé en 2015. Donc là, on est en 2018, on est toujours très très loin du compte. Vous le dites vous-même, dans le monde, la proportion de plastique recyclé dans une bouteille, c'est 7%. Comment ça se fait? Pourquoi vous n'y êtes pas arrivé? Parce que c'était difficile et vous avez raison, on n'a pas atteint nos objectifs. On est conscient, on sait qu'on a de la marge pour améliorer notre performance. Mais avec cette nouvelle stratégie, on compte y arriver. Mais on est d'accord, vous êtes quand même loin du point d'arrivée. Je suis d'accord qu'on est loin, mais on a lancé cette stratégie en janvier, donc on est en juillet aujourd'hui. Donc Coca-Cola s'engage dans une vraie politique, en tout cas c'est ce que vous dites, depuis janvier 2018, c'est-à-dire depuis un peu plus de 6 mois. On a été impliqué dans les systèmes de collecte et de recyclage dans plein de pays. On a investi en France en 2012, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous, mais oui, notre nouvelle stratégie a été lancée en janvier 2018. Est-ce que vous connaissez ce document? Oui. Alors, il date de 2016. Ce document, il est signé Sofia Chrysopoulou, c'est votre lobbyiste à Bruxelles. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en haut à droite, ici, donc, il y a un cercle que vous appelez Fight Back. En français, Fight Back, ça veut dire contre-attaquer. Parmi ces mesures, on lit quelque chose qui est très intéressant. Increased Recycling and Collection Targets. En français, l'augmentation des objectifs de collecte et de recyclage. Expliquez-moi. Ce document ne reflète pas notre stratégie aujourd'hui. C'est un document Coca-Cola. C'est un vieux document, comme vous avez dit, qui date de 2016. Il n'est pas vieux, il a 2 ans. Notre nouvelle stratégie a été lancée en janvier et ce document ne reflète pas cette stratégie et ne reflète pas la politique aujourd'hui. Attendez, Monsieur Goldsman, vous m'avez dit il y a quelques minutes seulement, nous, la préoccupation du plastique, du recyclage, etc., c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps. 2016, votre lobbyiste en chef à Bruxelles, face à l'Europe, dit très clairement que parmi les mesures à contre-attaquer, il y a l'augmentation des objectifs de collecte et de recyclage. Je vous ai dit que ce document ne représente pas notre politique aujourd'hui. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Attendez, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, vous étiez contre l'augmentation des objectifs de collecte. Est-ce qu'on va parler de ce qui s'est passé il y a 2 ans ou est-ce qu'on va parler de ce qu'on entend faire et on est en train de faire aujourd'hui pour créer un système qui va aider à collecter, réutiliser, travailler avec d'autres partenaires, d'assurer qu'on crée une économie circulaire. Pardonnez-moi, mais on a l'impression que vous jouez double jeu, très clairement. Parce que d'un côté, vous vous engagez pour une politique de recyclage dès 2008, donc bien avant 2016, et de l'autre, vos lobbyistes à Bruxelles se battent contre l'augmentation des objectifs de collecte et de recyclage en Europe. Ce document ne représente pas notre politique aujourd'hui. J'ai compris. Mais vous ne me répondez pas sur ce double jeu. C'est pas un double jeu si ça ne reflète pas notre politique aujourd'hui. Juste une question. Sofia Chrysopoulou, elle est toujours votre lobbyiste à Bruxelles? Oui. La dame qui a dirigé ce document? Oui. Elle travaille toujours pour Coca-Cola à Bruxelles?
Oui. Pour tenter d'influencer les textes du Parlement européen. Mais avec notre nouvelle stratégie qui reflète notre politique d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle a refait son graphique, alors c'est plus le même aujourd'hui? Oui, c'est pas le même. C'est sûr. Vous pouvez nous le donner, le graphique d'aujourd'hui? Parce que ça existe toujours, ce document, en 2018, pour Coca-Cola. Je n'ai pas le graphique, là, avec mais moi. Dans les jours qui viennent, est-ce qu'on peut l'avoir? Mais comme je vous ai dit, ce document ne reflète pas notre politique d'aujourd'hui. Mais vous pouvez nous donner le nouveau graphique? Non, je n'ai pas un graphique à vous donner. Toujours dans ce graphique, je suis désolée, hein, mais il est quand même important ce graphique parce que c'est un document interne à Coca-Cola. Dans la catégorie des mesures à combattre, il y a le terme EU Scheme for Deposit Systems. En français, ça veut dire un système de consignes. À l'époque, on ne soutenait pas les systèmes de consignes, mais aujourd'hui, on est prêt à les soutenir et justement, on participe dans plus de 40 systèmes. Donc là encore, vous avez changé d'avis? On a changé d'avis. D'accord. En 2 ans, vous avez changé radicalement. C'est-à-dire que là, vous disiez, il faut contre-attaquer en 2016. Et là, en 2018, vous dites, on est pour. Ça a été quoi le déclic? On est en communication avec des tierces parties tout le temps. On a des dialogues tout le temps et on réévalue régulièrement nos politiques. Et on a décidé que c'est le moment de vraiment investir. Et on a travaillé sur le terrain, on a des actions qui démontrent qu'on est sincère, on est convaincu qu'on peut le faire. D'un côté, vous me dites oui, on était sincère, mais on n'a pas réussi. Et puis voilà, et puis de l'autre côté, il y a ça. Et donc, il y a votre stratégie, elle aurait dû rester secrète, hein, d'ailleurs. Donc, votre sincérité, si vous voulez, j'ai des doutes. On dirait qu'elle est à géométrie variable. Vous avez le droit, Madame Lucet, d'avoir des doutes, mais je vous demande et je demande à votre public de regarder nos actions dès maintenant, de ce qu'on va faire, et ils peuvent juger si on est sincère ou pas. Avant d'en juger, chers téléspectateurs, nous avons besoin de nous changer les idées. Un dernier Coca plastique pour la route, et on vous offre une virée au soleil. Loin de la société de consommation et de son appétit de plastique. Unforgettable Tanzania. À nous, l'inoubliable Tanzanie, comme le dit le monsieur de l'Office du tourisme. Avec ses incroyables paysages. Et ses incroyables plages immaculées. Sans oublier ses safaris, les meilleurs d'Afrique. Mais ce que l'Office du tourisme a oublié de préciser, c'est que la Tanzanie, c'est aussi l'incroyable pays du Coca-Cola. Ici, on attend les bus en rouge et blanc. On longe des murs rouges et blancs, et dans les jardins d'enfants, on se balance en rouge et blanc. À force de voir le logo partout, au bout d'un moment, on finit presque par ne plus le remarquer. Le bon côté des choses, c'est que dans le coin, le Coca, on le trouve encore dans des bouteilles en verre réutilisables. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est bientôt fini. Alors oui, on pourrait se réjouir pour les joueurs de dames qui auront toujours besoin de bouchons en plastique. Mais ce que la firme américaine fait en Tanzanie, c'est ce qu'elle a fait aux États-Unis il y a 50 ans. Elle enterre la bouteille en verre pour imposer le plastique. Ça se passe derrière ces murs. Pour entrer, il faut montrer patte blanche et ne pas se laisser intimider par la dame à l'accueil. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici avec une caméra. Lisez les instructions sur le mur. Mais c'est quand même notre outil de travail. On ne vous le cache pas, il a fallu négocier. Mais vous connaissez notre capacité de persuasion. Bienvenue dans l'une des 4 usines de Coca-Cola en Tanzanie. Notre guide, c'est James Malaba, le responsable de la nouvelle ligne de production. Une ligne qui ne fabrique que des bouteilles en plastique. Vu la couleur, aujourd'hui c'est journée Fanta, une marque du groupe Coca-Cola. Pour la visite, c'est assez simple.
Ici, par exemple, c'est la machine qui trie les bouchons, qui peuvent aussi servir de pions pour jouer aux dames dans l'équipe des Oranges. Ensuite, il y a la machine qui transforme des tubes en bouteilles plastiques. C'est derrière cette vitre qu'on remplit les bouteilles. Attention, ça va très vite. Il faut suivre la ligne jaune. Après, on colle les étiquettes. Fanta Ananas, donc. Et ça va toujours aussi vite. Voici le compteur de Fanta Ananas. Et il y en a combien? Alors, on en est à 86 340 bouteilles. Ça, c'est notre production en 2h30. 86 340 bouteilles en 2h30. C'est beaucoup de plastique. On a fait les calculs, 10 bouteilles à la seconde. Et on ne parle que d'une seule ligne de production dans une seule usine du pays. Il y a 5 ans, dans cette usine, on ne fabriquait que des bouteilles en verre. Mais le jour de notre visite, la ligne de production pour le verre est quasiment à l'arrêt. Les gens veulent de plus en plus de bouteilles à emporter. Pour ça, le plastique, c'est mieux. Il y a autre chose. Il faut quand même admettre que du point de vue esthétique, la bouteille en plastique, elle a de la gueule. Il a raison, James Malaba. Pour emballer, il faut du plastique. Pour les bouteilles en verre, il faut gérer le retour de la bouteille. Mais pour moi, qui m'occupe du plastique, il n'y a pas de retour à gérer. Mon seul objectif, c'est que ce soit consommé. Et grâce au recyclage, cher à Coca-Cola, il n'y aurait même plus de déchets. Il y a beaucoup de gens qui ramassent les bouteilles maintenant. Ça devient un business. 80% de nos bouteilles sont recyclées comme ça. Chouette alors! Puisque tout est ramassé, on va enfin pouvoir profiter des incroyables paysages tanzaniens. Unforgettable Tanzania. Il ne nous aurait pas pris un peu pour des touristes chez Coca? L'économie circulaire, censée résoudre le problème du plastique, voici ce que ça donne pour l'instant en Tanzanie. Mata a 50 ans et 3 enfants qu'elle élève seule. Pour nourrir sa famille, elle ramasse le plastique sur la plage. Vous cherchez quoi comme plastique? Ce qui se vend le mieux, ce sont les bouteilles comme ça. Celles en plastique un peu dur. C'est toujours bien d'en trouver, mais je les mélange avec d'autres plastiques. Pour l'instant, je n'en ai pas encore ramassé beaucoup. Tiens, une Dasani, décidément. En Tanzanie aussi, la marque est populaire. Mais surtout pour les ramasseurs de plastique comme Mata. En travaillant 8 heures par jour, elle peut ramasser jusqu'à 20 kilos de bouteilles. À 250 shillings le kilo, à peine 10 centimes d'euros, elle gagne donc moins de 2 euros. Et encore, les bons jours. Je fais ça pour gagner un peu d'argent. Mais ne croyez pas qu'on puisse vivre avec ça. Pourtant, j'y passe beaucoup de temps. Depuis quelques mois, c'est dur. Les prix ont beaucoup baissé. Pourquoi ça baisse? Parce qu'il y a trop de plastique. Trop de plastique et trop de Mata qui ramassent des bouteilles vides pour vivre mal. Pour voir le visage le plus insoutenable de cette économie sauvage du recyclage, il faut s'aventurer dans la plus grande décharge du pays, celle de Dar es Salaam, la capitale économique.
À chaque fois qu'un camion arrive pour déverser ses déchets, c'est la même frénésie. Excusez-moi, vous cherchez quoi? On cherche des sacs en plastique, mais aussi des bouteilles en plastique, comme celle-là. Ce genre de bouteilles, c'est ce qu'on préfère. Ce sont des bouteilles propres, transparentes, en plastique dur. C'est le mieux, mais il faut chercher parce que ce n'est pas facile à trouver. Et puis, il faut accepter de creuser à main nue dans les poubelles des autres. Des fois, on se blesse avec du verre. Des fois, on se pique avec des seringues ou des aiguilles qui traînent. Regardez, un tesson de bouteille, et là, ce pansement. À 30 ans, Moiramou en a déjà passé 2 à fouiller les poubelles pour trouver du plastique. Largement assez pour comprendre que le business du recyclage n'obéit qu'à une seule loi ici, celle du plus fort. Nous sommes fatigués, mais nous sommes prisonniers du système. On nous impose des prix, et si l'un d'entre nous accepte, on est obligé de s'aligner. Allez, le temps de nettoyer le pare-brise, on vous emmène ailleurs. Chez ceux qui dictent leurs lois sur ce nouveau marché du plastique recyclé. On les trouve dans la banlieue de Dar es Salaam. Ce sont les entreprises qui achètent les bouteilles en plastique. Celle-ci est la plus importante du pays. Non, pas d'image. Vous ne pouvez pas filmer. Mais c'est juste pour voir. Pose là, on la prend pas. Vous savez quoi? Nos patrons ne sont pas là. On veut juste filmer quelques images, pas d'interview. Oui, mais ils doivent être là. Alors laissez-moi parler à votre boss. Je peux lui parler. Non, non, ils doivent être là. Je vais leur parler. Le patron que nous avons au bout du fil est chinois, comme tous ceux qui contrôlent le business du recyclage en Tanzanie. Vous revenez quand, monsieur? Pardon? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. 2 semaines. Mais nous partons à la fin de la semaine. Ça ne va pas être possible. C'est vrai que c'est le nouvel an chinois en même temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis des dictons sur la porte. À gauche, il est écrit qu'il faut garder le sourire et la bonne humeur pour accueillir l'étranger. C'est peut-être pour ça qu'il a fini par nous ouvrir les portes de son usine, le patron. Vous êtes surpris? Nous, c'est pareil. On n'avait jamais vu ça. Une montagne de bouteilles vides en plastique qu'il faut gravir avec 70 kilos sur la tête. D'abord, on trouve ça beau, cette montagne bleue sur fond bleu. Et cet incessant va-et-vient de grimpeurs plus petits que leur fardeau. Et puis, on discute avec les ouvriers. Ici, le plus gros problème, c'est le soleil. Je vous promets, c'est le soleil. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut être sale. Et nous devons ramasser ça à main nue. Au pied de la montagne, ces ouvrières procèdent à un dernier tri. Elles laissent de côté les bouteilles de couleur ou les sachets en plastique. Dans les grands sacs, elles mettent les bouteilles transparentes, celles qui passent ensuite dans ces machines pour être réduites en paillettes avant le recyclage.
ce plastique, l'entreprise l'expédiait vers la Chine, le plus gros acheteur de plastique à recycler dans le monde, jusqu'à très récemment. C'est ce que va nous expliquer la responsable du site. Hier, quand je discutais avec les ramasseurs, ils m'ont dit que les prix du plastique s'étaient effondrés. Pourquoi? Parce que la Chine ne voulait plus de nos bouteilles. Le marché était complètement fermé de septembre à février. Il n'y avait plus de marché. Et vous avez fait quoi? Vous avez arrêté d'acheter du plastique? Ah, on a continué à acheter, à acheter. Vous voyez la montagne? Ça, c'est parce que vous ne pouviez plus vendre à la Chine? Oui. Ça s'est accumulé? Oui. Et c'est toujours compliqué de faire du business aujourd'hui avec la Chine? Oui, pour leur vendre du plastique aujourd'hui, on doit leur payer des taxes. Vous voyez? Nous n'avons jamais entendu parler de ces taxes. Ce que nous savons, c'est que la Chine a annoncé qu'elle ne voulait plus être la poubelle du monde et qu'elle refusait désormais d'importer le plastique usagé. À la fin de notre périple tanzanien, on se dit que le business du plastique recyclé, c'est fragile et que l'économie circulaire chère à Coca-Cola est beaucoup moins glamour au soleil. Il en pense quoi d'ailleurs, Michael Goldsman, le vice-président de la Coca-Cola Company? Je voudrais vous montrer quelques images d'un pays où on a tourné dernièrement. Alors, je vais vous montrer ces images-là. C'est la Tanzanie. Vous êtes déjà allé en Tanzanie? Oui. Donc vous y êtes allé pour le groupe Coca-Cola? Oui. Qu'est-ce que vous y avez fait? Qu'est-ce que vous y avez vu? Ces images plaisent à personne, hein, et on n'est pas content de ce qu'on voit là non plus. Mais c'est justement la raison pour laquelle on lance cette nouvelle stratégie. Vous savez pourquoi on est allé tourner en Tanzanie? Non. Ben, je vais vous l'expliquer. Parce qu'il y a 6 ans, Coca-Cola ne vendait en Tanzanie aucune bouteille en plastique. Que des bouteilles en verre. Elles étaient consignées. Et aujourd'hui, les usines d'embouteillage de Coca-Cola en Tanzanie misent, mais alors très clairement, sur le plastique. Pourquoi avoir fait ce choix? Le consommateur, comme je vous ai déjà dit, il y a des avantages et des inconvénients pour tous les emballages. Le consommateur cherche aussi la portabilité du boisson. Donc si vous êtes passé du verre au plastique en Tanzanie, c'est de la faute du consommateur? Non, c'était notre choix pour répondre aux demandes des consommateurs, mais ça veut dire qu'on a aussi la responsabilité de mettre en place des systèmes, ce qu'on compte faire maintenant aujourd'hui pour assurer la collecte de ces bouteilles. Mais vous êtes passé du verre au plastique il y a 6 ans, pourquoi vous ne l'avez pas mis en place à ce moment-là, ce système de collecte du plastique? Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de le faire. Bah non, ce qui compte aussi, c'est que pendant 6 ans, vous ne l'avez pas fait. Vous êtes passé du verre au plastique sans prendre en compte tout le système de collecte et de recyclage qu'il fallait mettre en place. Aujourd'hui, on a une nouvelle stratégie et une nouvelle politique. On veut entraîner et créer cette économie circulaire. Vous parlez d'économie circulaire. Hein, en gros, c'est le business du recyclage. Moi, j'avais envie de vous faire écouter quelques témoignages pour vous montrer à quoi ressemble ce business du recyclage en Tanzanie. Regardez. Je fais ça pour gagner un peu d'argent. Mais ne croyez pas qu'on puisse vivre avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On pense que nos emballages ont une valeur après avoir utilisé. Et si on investit à tirer la demande en utilisant plus de matières recyclées, ce n'est pas une question qu'il y a trop de plastique, il n'y a pas assez de demande. Donc, si nous, on tire la demande en utilisant plus de ces bouteilles en tant que matière recyclée, ça va aider, ça va créer cette économie. Mais attendez, circulaire. ces gens vont se battre là pour récupérer des bouteilles, pour en tirer quelques centimes. C'est plus de l'économie circulaire, c'est l'économie de la misère. Ça, comme je vous ai dit, il faut mettre en place un système, une infrastructure où ces personnes vont avoir un vrai salaire pour pouvoir travailler dans le ramassage et la collecte
des emballages. Moi, je comprends toujours pas pourquoi, quand vous êtes passé du verre au plastique en Tanzanie, vous n'avez pas mis en place l'économie du recyclage. Parce que l'économie du recyclage, aujourd'hui, en Tanzanie, ça ressemble à ça. Un commentaire ? Mon commentaire, c'est qu'ils ont besoin de plus de financement pour créer un système, mais on voit aussi que ce qui est collecté, ce sont des bouteilles en PET, parce que ça a de la valeur et ça peut être réutilisé. Qu'est-ce que vous avez regardé sur ces images, les bouteilles en plastique ou les hommes qui les portaient ? J'ai regardé entièrement ce que vous m'avez montré. Ce qui est frappant, c'est surtout qu'ils ont des montagnes de plastique sur le dos et qu'on voit que cette industrie du recyclage en Tanzanie, elle n'est pas du tout mise en place. Ils ont des montagnes de plastique, mais ce que nous, on veut dire, c'est que c'est une ressource. Parce que pour vous, en fait, ces images, c'est de la ressource. Notre bouteille peut avoir une valeur. Toutes les bouteilles en PET peuvent avoir une valeur après leur vie, leur première vie. Quand vous voyez ces images, est-ce que vous vous dites pas, nous, Coca-Cola, on a fait une erreur en Tanzanie ? Écoutez, Madame Lucet, moi, je n'aime pas voir les images. Personne n'aime voir ces images. On sait qu'il y a une préoccupation sur le plastique et on met en place aujourd'hui un système pour y répondre. Est-ce que vous pouvez me dire, en Tanzanie, ce que vous avez mis en place concrètement ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez investi ? Qu'est-ce que vous voulez développer pour qu'effectivement, on ne voit plus ces images ? Je peux pas... On n'a pas encore lancé ce projet, mais on a des plans... Donc pour l'instant, vous n'avez rien investi ? On n'a pas investi aujourd'hui. On est en train de monter le modèle en Tanzanie en utilisant ce qu'on avait fait en Afrique du Sud. Mais il faut revenir dans un an et on va voir ce qu'on a mis en place sur le terrain. Donc dans un an, il y aura quoi en Tanzanie ? On va mettre en place le même genre de système. Donc il y aura une usine, il y aura... Dites-moi ce qu'il y aura. Il y a des systèmes de collecte et après il y a des systèmes de conversion, de reconvertir en matière recyclée qui peut être réutilisée. Coca-Cola vante un monde sans déchets, c'est le discours de votre PDG, M. Quincy. Est-ce qu'un monde sans plastique, d'après vous, c'est possible ? Nous, on ne voit pas un monde sans plastique. On voit les avantages du plastique, la portabilité, l'impact carbone, mais on sait qu'il y a des effets néfastes et donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place ce système pour le gérer correctement. Avec Coca-Cola, vous pourrez toujours savourer l'instant dans des bouteilles en plastique. Zéro déchet, ce n'est pas zéro plastique. Et les promesses de l'économie circulaire, on en est loin. Très loin.